Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Optimis TV. Optimis TV, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font leur métier avec passion et qui le révolutionnent parfois, comme aujourd'hui. Avant de commencer cette émission, n'oubliez pas de vous abonner. On est présent sur YouTube, sur toutes les plateformes de téléchargement. On est de partout. Un petit abonnement et toutes les semaines, on vous propose une nouvelle émission. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde de la téléexpertise avec un invité au parcours singulier. Jean-Valéry Desens, opticien, entrepreneur et fondateur de la solution Lileo, une plateforme qui permet aux opticiens de devenir acteurs du parcours de santé visuelle. C'est une solution innovante, parfois clivante, mais surtout en plein développement. Elle questionne autant qu'elle fascine. « 900 opticiens font confiance à Lileo, leader français de la téléexpertise chez les opticiens. À votre tour, découvrez Lileo et proposez à vos clients un nouveau service permettant d'accéder à un avis médical, à des conseils de prévention personnalisés et, s'il n'y a pas de contre-indication, à une ordonnance en moins de 48 heures en moyenne. Avec Lileo, devenez un acteur de la santé visuelle. Jean-Valéry est avec nous. Salut Jean-Valéry. Salut Maxime. Merci d'avoir fait le déplacement. C'est un grand plaisir. Tu viens de Cannes. C'est vrai que là-bas, il y a la mer. Nous, à Oulin, il n'y a pas la mer, mais on a un magnifique studio. C'est magnifique. Ton studio est incroyable. Génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va parler de plein de choses. On va parler de toi, obligé. On va parler de ton parcours. On va parler de Lileo, bien sûr. On va parler du futur de Lileo aussi. On a plein de choses. Et je te propose qu'on commence par la jeunesse du projet. Avant Lileo, qui étais-tu? Avant Lileo, je suis... j'aime bien commencer par ça. Je suis avant tout un père de famille. J'ai 4 enfants et c'est vraiment l'essentiel pour moi. Puis après, il y a la vie associative et la vie professionnelle. La vie associative, c'est... j'ai été président de club de sport, j'ai fait pas mal de politique sur des législatives, des municipales. Je gère aujourd'hui une association qui s'occupe d'une crèche où on a 29 lits, une douzaine de salariés, puis d'un centre pour enfants polyhandicapés où on a une cinquantaine de salariés, une cinquantaine d'enfants. Et puis après, il y a la partie vraiment professionnelle. Donc depuis la sortie de la fac, j'ai des magasins dès la première année après mon diplôme de BTS. D'optique. J'ai eu plusieurs magasins. Au moment du Covid, j'ai vendu un magasin dans lequel j'étais depuis 20 ans. Pour partir sur un nouveau challenge. Et puis j'ai ouvert un magasin plus gros, mieux marketé, sous l'enseigne qu'on a développé La Branche avec une de mes salariés qui est devenue mon associé. Puis un magasin, puis 2 magasins. Émilie. Émilie, on lui passe le bonjour quand même. Émilie qui est une associée extraordinaire avec un caractère dur, mais avec qui ça fonctionne ultra bien. Et maintenant, dans toutes les affaires que je monte, Émilie est associée avec moi, notamment dans Lileo. Et donc, on a monté un magasin La Branche, un second magasin La Branche, on a un troisième qui ouvre là en septembre. Et il y a un peu plus de 2 ans, on a monté Lileo, la start-up Lileo. Alors, on va en parler. Donc là, tu es opticien, tu as des magasins d'optique, tu fais beaucoup de choses et c'était très bien de commencer par ça. Quand est-ce que tu as eu l'idée de monter Lileo? Ça part de quoi? L'idée de Lileo, je crois que c'est à peu près quelque chose, un constat qu'a fait tous les opticiens, c'est le constat de la carence en ophtalmologiste sur certains secteurs. En France, sur certains territoires. Alors la carence, c'est l'absence d'ophtalmologistes parfois. Parfois, c'est le manque. Et puis parfois, c'est le manque d'ophtalmologistes de secteur 1 qui fait que des personnes qui n'ont pas de forts revenus ne peuvent pas payer les dépassements chez un ophtalmologiste. J'ai eu l'idée de monter cette solution de téléexpertise. On m'a regardé un petit peu en me disant « mais il est fou celui-là, c'est pas possible, c'est compliqué ». J'ai convaincu Émilie, mon associé sur les magasins. J'ai convaincu 2 amis qui sont dans le milieu de l'ophtalmologie, Nicolas et Stéphane. Et on a lancé Lileo en quelques mois. Ça a tout de suite fonctionné, la progression a été très rapide, beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait. C'était quoi l'étincelle pour faire que ça fonctionne? Il y a eu d'autres solutions qui ont essayé de se lancer, qui sont toujours existantes certainement. C'est quoi le petit truc en plus? Quand on monte un business, il y a plusieurs éléments. Le principal élément, c'est d'avoir un parcours client qui soit simple. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit facile à mettre en œuvre en magasin. Ça, c'est l'élément de base. Et je pense que 99% des échecs qu'il y a eu, c'est parce que les parcours clients étaient compliqués. Okay. Ensuite, il y a le coût, évidemment. Il faut que ça reste un coût qui soit abordable pour l'opticien. Et puis après, il y a un élément qui est archi fondamental sur ce sujet-là. C'est que c'était un produit qui n'existait pas sur le marché, ou très peu sur le marché, et qui pose question à beaucoup de monde, c'est-à-dire à tous les acteurs de la filière. Et notamment aux mutuelles, parce qu'elles se sont dit, attention, à partir du moment où on propose de la téléexpertise, on craint que ça soit une planche à délivrer des ordonnances. Et ça, moi, je l'avais tout de suite identifié, et je me suis dit, si on veut que ça fonctionne, si on veut que ça soit périn, il faut montrer qu'on est exemplaire sur la structure de notre société, c'est-à-dire tout faire en France pour montrer qu'on est à portée de baffe, connaître parfaitement la législation, parfaitement la traduire dans les actes dans notre société,
Et puis, un élément plus que fondamental, c'est montrer que chez nous, il n'y a pas de fraudeurs, chez nous, il n'y a pas de fausses ordonnances, on n'est pas une planche à imprimer des ordonnances. Et donc, on a mis tout un process qui fait que s'il y a un fraudeur chez Lilou qui fait une fausse ordonnance, qui abuse de la solution, il est résilié le jour même. Et on allait présenter cela aux mutuelles. Et les mutuelles sont aperçues qu'on était des gens sérieux, qu'on faisait un travail qui était extrêmement rigoureux. Et donc aujourd'hui, on s'est retrouvé avec un marché qui s'est dit, il est où c'est bien encadré et donc on peut travailler avec eux. C'est très clair. Petite pause dans cette magnifique émission pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui vous est destiné. Ça s'appelle Optimis Conseil. Opticien, votre magasin a beaucoup de potentiel, mais il est bien souvent sous-exploité. Aujourd'hui, avec ma vision globale du métier, mon expérience, je vais vous aider à activer des leviers, visibles ou invisibles, pour améliorer votre organisation, votre communication, votre rentabilité et bien évidemment, votre chiffre d'affaires. Communication, événementiel, politique RSE, notamment axée sur le handicap, team building, organisation du magasin, chaque détail compte et chaque détail peut faire la différence. Et en plus, nous sommes référencés Calliope, ce qui vous permettra d'avoir une prise en charge de votre OPCO très facilement. Alors n'attendez plus, les coordonnées s'affichent en bas, on est à votre disposition, que vous soyez indépendant ou sous enseigne, on va vous aider. Bonne émission. Comment on passe d'une idée à la mise en place de cette idée? Parce qu'il a fallu avoir trouvé des ophtalmologistes, il a fallu développer certainement un logiciel, une charte, tout ça. C'est quoi, grosso modo, les grandes étapes pour aller au bout? Le principal élément, c'est le travail. C'est-à-dire que vraiment, aujourd'hui, je le dis aux jeunes qui se lancent, tout est possible. On peut réaliser des choses extraordinaires, mais il y a une règle, c'est qu'il va falloir bosser. À part au loto, et c'est une chance sur 14 millions, voilà, on peut devenir riche comme ça. Mais si on veut réussir, et je ne parle pas uniquement de réussir financièrement, je sais pas, si on veut réussir, s'éclater, s'épanouir, etc., c'est le travail. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, je me souviens, il y a un ancien président de la République qui avait une phrase, en gros, qui disait si tu te fixes, je ne sais pas, de vendre des sacs poubelles, tu vas vendre des sacs poubelles, mais si tu te fixes de vendre des Airbus, tu vas vendre des Airbus. Et en effet, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut se fixer des objectifs qui sont très hauts parce que rien n'est impossible. Vraiment, rien n'est impossible. Moi, c'est ma philosophie. C'est le message que tu fais passer à tous les jeunes qui peuvent... Oui, et puis alors, rien n'est impossible, puis il n'y a pas de gens supérieurs. C'est-à-dire qu'on est tous des êtres humains, et demain, tu peux t'adresser à un député, à un ministre, au PDG d'une multinationale. C'est des gens comme toi et moi. Donc, va les voir, va t'adresser à eux, crée des partenariats avec eux, et je vous promets, c'est possible. Ils vont vous tendre la main, ils vont vous écouter, tu vas pouvoir parler avec eux. Très bien. C'est ça, la philosophie de réussir. C'est très clair. Est-ce que tu te rappelles du tout premier magasin équipé? Alors, je me rappelle très bien du tout premier magasin. C'était qui? On a le droit de en parler? Je peux te dire, absolument, c'est Axel Roca, qui a les magasins qui s'appelaient Histoire de Voir et qui maintenant s'appellent Rock & Co. Et c'est le premier magasin qu'on a ouvert. Excellent. Donc, c'est des moments qui sont incroyables. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, quand vous lancez une solution et que vous avez votre premier client, que vous vendez votre premier... Alors, c'est un moment vraiment magnifique. Mais après, je le dis, je le redis, il y a un certain nombre de personnes qui nous ont fait confiance. Et pour moi, ces personnes, j'oublierai jamais ce qu'elles ont fait pour nous. Jamais. Tu as une bonne mémoire. Ouais, j'ai une bonne mémoire parce que ces gens-là, je sais que s'ils ne sont pas là pour nous aider, pour faire le premier pas, on n'existe pas. Je pense à Fabien Berthelot, je pense à Laurent Lévy, je pense à Benoît Dechancé. Je pense, ces gens-là, ils nous ont fait confiance, et soit des petits commerçants, et pas dans le sens péjoratif, c'est-à-dire qu'ils ont quelques magasins, d'autres qui ont des grosses enseignes, mais ces gens-là, à un moment, ils nous ont fait confiance, on a tapé dans la main, on s'est dit on va faire quelque chose ensemble, on l'a fait, et j'ai énormément de respect pour ces gens-là, parce que je sais que si à un moment, on ne nous tend pas la main, c'est pas possible. Et c'est là que je dis, voilà, il faut aller s'adresser aux personnes, parce que sinon, il n'y a rien qui se fait. On a reçu Axel Roca il y a quelques semaines dans Optimis TV parce qu'il est nominé pour le titre d'opticien de l'année. Ouais. D'ailleurs, c'est dans quelques jours à Paris, le 11 septembre. Et on rappelle qu'avec Gonel Merliot, ce sont les deux plus belles moustaches de l'optique. C'est vrai. Ça, c'est quand même important de le préciser. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça fonctionne l'Iléou dans un magasin d'optique en quelques mots pour que ce soit simple, comme le parcours client? Tout d'abord, je veux rappeler que Axel Roca, c'est mon premier client et maintenant c'est devenu un ami. Okay. Et on est proches, on a plein de projets ensemble et on va sortir des projets. Et pareil, je le remercie d'avoir signé avec nous et de la confiance qu'il nous a fait. L'Iléou, c'est quoi avant tout d'abord? C'est ça qui est important. L'Iléou, c'est une solution qui permet de mettre en relation un patient avec un ophtalmologiste par le biais d'un opticien. Et pour obtenir quoi? Un avis médical, des conseils de prévention et, s'il y en a le besoin, une prescription médicale à la condition qu'il n'y ait pas de contre-indication. D'accord? C'est ça l'Iléou. D'accord? C'est un service qui est complet. C'est clair. Comment ça fonctionne? C'est une solution SaaS, donc qui est sur Internet, qui permet à l'opticien de se connecter. Il a un patient qui rentre, qui n'a pas d'ordonnance, qui a besoin d'un avis médical. Il va
compléter un dossier sur notre application. Ça va commencer par un consentement, puis un questionnaire médical qui est extrêmement dense. Alors, si le patient il a pas de pathologie, pas de symptômes, pas de traitement, c'est assez rapide à compléter. Par contre, s'il a un traitement, s'il a un symptôme, ça ouvre le champ de manière comme une granulométrie. Et je suis diabétique, on va dire type 1, type 2. Est-ce que vous êtes suivi, est-ce que vous n'êtes pas suivi? Voilà. Et au terme de ce questionnaire médical, il y a une signature électronique, etc. Et il y a surtout un algorithme qui va analyser l'ensemble de ces données et qui va classer le dossier en vert, orange et rouge pour savoir si le patient va être éligible ou pas à la téléexpertise. Très bien. Puis une fois qu'on a passé cette étape, on peut compléter en joignant un historique de la santé visuelle du patient. On va ensuite faire une réfraction objective, une réfraction subjective, les acuités visuelles, etc. L'opticien. L'opticien. Donc c'est l'opticien qui est maître de tout ça. Et puis, ça va être ensuite transmis à un ophtalmologiste qui va analyser le dossier, qui va être aidé par l'intelligence artificielle, une solution qui s'appelle e-analyse, qu'on a développée. Et au terme de cette analyse, l'ophtalmologiste va apporter une réponse. Cette réponse, ça va être un avis médical, des conseils de prévention et éventuellement une ordonnance, parce qu'il peut évidemment la refuser s'il estime, malgré le premier tri, qu'il y a peut-être un risque pathologique, qu'il y a une problématique. Et dans ce cas-là, il le renverra auprès d'un ophtalmologiste en présentiel. Okay. Voilà, c'est tout simple. Le patient reçoit l'ensemble des informations par mail sécurisé HDS avec un mot de passe. Donc tout ça, c'est parfaitement sécurisé. Et le patient, une fois qu'il a reçu ces informations, déjà, il va les lire pour savoir ce qu'il y a dedans. Et ensuite, il reçoit donc aussi potentiellement une prescription, et cette prescription, il va l'utiliser pour faire des lunettes. Il n'y a rien de plus simple. Très clair. C'est un parcours client qui dure 10 minutes en magasin, qui est parfaitement sécurisé. Mais surtout, et c'est là que c'est important, durant tout ce parcours client, on a cette exigence de ne pas éloigner le patient d'un parcours en présentiel. Et donc, on s'est mis un certain nombre de contraintes. Je pense, par exemple, nos ordonnances, elles sont non renouvelables. Ça veut dire qu'un patient qui a obtenu une ordonnance, il ne peut pas la réutiliser au bout de 2 ans ou au bout de 3 ans. Il sera obligé de refaire un parcours en présentiel parce que peut-être que ses réponses au questionnaire médical ne seraient pas les mêmes. Ça fait partie des exigences. On ne peut pas faire 2 téléexpertises consécutives. Voilà, on a mis plein de contraintes pour que le patient soit obligé de repartir en présentiel chez l'ophtalmologiste. Ok. Aujourd'hui, en septembre 2025, on a une étude qui nous dit qu'un opticien sur 2, quasiment, ne connaît pas la différence entre téléophtalmologie et téléexpertise. Alors, on a une étude. Toi, tu l'as pas. Moi, je l'ai, parce que oui, c'est Léo qui l'a parlé tout à l'heure. Donc, voilà. je me suis permis de donner des chiffres. Non, mais c'est vrai. J'écoute mes sources. Voilà. On a fait... tu as d'excellentes sources. Merci. Non, on a fait une étude CSA qui montre en effet qu'un opticien sur 2 ne connaît pas la téléophtalmologie et donc ne sait même pas faire la différence entre la téléexpertise et la téléconsultation. Pour lui, il ne sait pas ce que c'est. Alors, tu peux nous dire, je vais vous expliquer ce que c'est. En une phrase simple. C'est très simple. La téléophtalmologie rassemble la téléconsultation et la téléexpertise. La téléconsultation, c'est un ophtalmologiste qui prend la main à distance sur un équipement pour faire l'examen de vue à distance au patient. À la place de l'opticien. À la place de l'opticien qui, lui, est juste là pour poser le client ou le patient sur la montaudière. Ok. Donc, ça se fait à distance et on dit que c'est synchrone. C'est ce que fait, je peux citer des marques, Tessan, Medadom et d'autres, Nidec, etc. Et ensuite, vous avez la téléexpertise. La téléexpertise, c'est l'opticien qui fait l'examen de vue. Alors moi, j'aime bien ça, parce que je suis opticien. Alors je me dis que c'est la compétence de l'opticien qui est utilisée. Donc l'opticien fait l'examen de vue, il aide le patient à compléter le questionnaire médical, etc., toutes les informations, il les collecte, et il les envoie à un ophtalmologiste qui va analyser le dossier. C'est pour ça qu'on dit que c'est asynchrone. Alors, pour avoir un ordre d'idée, d'accord, comme ça, tout le monde voit un peu ce que c'est. La téléconsultation, Medadom, Tessan, Nidec, etc., c'est 300, 400 machines en France, d'accord. La téléexpertise, c'est environ 1500 opticiens qui sont équipés. Et sur l'ensemble de ce marché, l'ILEO à peu près 65% du marché. Ok, c'est très clair. Le coût pour un opticien de la solution l'ILEO? Le coût de la solution l'ILEO, c'est très simple, c'est un abonnement qui est... Alors, il est de 189 €, mais on va être honnête, on a des conventions avec quasiment toutes les centrales d'achat, avec beaucoup de franchises, de coopératives, etc. Et dans le cadre de ces conventions que nous avons, ça passe à 189, donc on a 90% des opticiens qui payent 189 €. Et à chaque fois qu'il y a un dossier qui est soumis à un ophtalmologiste, il y a un supplément de 18 €. 18 €, c'est la part variable, 189 ou 289 €, c'est la part fixe. Et qui peut être ou pas imputé au client? Alors, le coût de l'examen de vue, de l'expertise, on l'appelle comme on veut. En tout cas, on ne l'appelle pas une consultation, parce que la consultation, il n'y a qu'un ophtalmologiste qui l'a fait. Donc, le travail de l'opticien, il peut le facturer au patient. Oui, il ne sera juste pas remboursé, le patient. Et il ne sera pas remboursé, voilà, exactement. Moi, je pense que... Enfin, moi, je pratique comme ça sur mes magasins. Moi, je le facture et je le mets en remise.
à 30 euros. Comme ça montre que le travail qu'on fait, il a une valeur, et puis on le met en remise parce que moi, j'estime que je ne le ferai pas payer aux patients. Mais voilà, ça permet de montrer que ça a quand même une valeur ce qu'on fait. Aujourd'hui, vous êtes implanté dans quasiment 1400 points de vente. Qu'est-ce qui a été le moteur de cette croissance ? Clairement, le moteur de la croissance, c'est le fait qu'on fasse un travail qui soit extrêmement rigoureux, exemplaire et respectueux de tous les acteurs de la filière. Ça, c'est clair, c'est vraiment le sujet parce que nous, par exemple, toutes les mutuelles remboursent les équipements qui sont prescrits sur les ordonnances des ophtalmologistes de l'IDEU. Je pense qu'on peut dire qu'on est la seule société de téléexpertise qui a ce résultat-là, parce qu'on a donné confiance aux acteurs du marché. Ça, c'est vraiment la base de tout. Ok. Tu as embauché il y a quelques mois une force de vente. Ouais. Pourquoi maintenant ? Et dans quel but ? Pour plein de raisons. Alors, pourquoi on a pris une force de vente ? Tout simplement, c'était pour, comme on sait que 50% des opticiens ne sont pas informés de ce qu'est la téléconsultation, il faut aller les voir, à un moment, il faut aller les rencontrer. Moi, j'avoue que j'aime bien les visios, j'aime bien le distanciel, mais quand même, quand on se voit, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, je me déplace beaucoup et l'idée d'avoir une force de vente, c'est d'aller à la rencontre des opticiens. Je pense que c'est essentiel. Ensuite, ça permet aussi de contrôler les magasins, c'est-à-dire on vérifie que dans les magasins, le matériel est toujours présent, puisqu'on a une obligation de matériel. Le matériel, je le rappelle, c'est le matériel que les 3/4 des opticiens ont. Oui, il n'y a pas d'investissement. Il n'y a pas d'investissement. Un autoréfractomètre, une tête de réfraction, quelle que soit la marque, automatique ou pas. Et ensuite, très important, il faut former les équipes. Donc, au logiciel, aux bonnes pratiques, très important, les bonnes pratiques, utiliser les bons mots. On ne dit pas on fait des ordonnances en magasin, c'est pas du tout ce qu'on fait. On permet à un patient d'avoir une relation avec un ophtalmologiste qui potentiellement peut délivrer une ordonnance. Et donc tout ça, ça demande une formation des équipes. C'est très clair. Alors, la solution n'est pas unanimement saluée, on le sait, notamment par le syndicat des ophtalmologistes, le SNOF. Pourquoi, selon toi ? D'abord, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que moi, je m'intéresse à ce que font tous les syndicats, parce que je pense qu'il faut discuter avec eux, essayer de trouver des solutions constructives. Mais au final, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la législation. Parce que la législation, c'est ce qui s'applique à tout le monde. Les syndicats, ils ont des avis, les opticiens ont des avis, les orthoptistes ont des avis, mais ce qui est important, c'est la loi. Donc on applique la loi. Ça, c'est déjà un point qui est essentiel. Donc je m'intéresse aussi beaucoup, et même encore plus, au travail parlementaire, à ce que font les sénateurs, à ce que font les députés, à la discussion avec les ministres, parce que c'est avec eux qu'on forge l'avenir. Donc ça, c'est un élément qui est fondamental. Ensuite, je pense qu'il faut faire un distinguo entre le syndicat des ophtalmologistes et les ophtalmologistes, d'accord ? L'IDEU a permis à environ 120 000 Français en 12 mois d'avoir accès à la téléexpertise, d'avoir accès à la prévention, d'avoir un avis médical. Et on a un ophtalmologiste qui, à un moment, nous a écrit un courrier en disant qu'il n'était pas content. Donc ça montre qu'on a une excellente relation avec les ophtalmologistes de terrain. On travaille en partenariat. Quand un patient n'est pas éligible au parcours, on le renvoie auprès d'un ophtalmologiste avec des lettres d'adressage. On discute avec eux. Et ça a créé un lien qui est extraordinaire entre les opticiens et les ophtalmologistes. Et ensuite, il y a le syndicat des ophtalmologistes. Le syndicat des ophtalmologistes, c'est différent. C'est un syndicat qui est corporatiste et qui défend une corporation et des pratiques. Et donc, je comprends tout à fait qu'ils sont en opposition, qu'ils se battent contre nous parce qu'ils ont des idées qui sont les leurs et ils les défendent. Pas de problème avec ça. La seule limite que je pose, voilà, elle est bien claire, d'accord, c'est d'être correct. C'est-à-dire que moi, j'accepte que les gens ne soient pas d'accord avec moi à partir du moment où ils ne sont pas diffamants, à partir du moment où ils disent des choses qui sont vraies. Et là, il n'y a pas de problème, on est ouvert à la discussion. Et moi, je tends la main au syndicat des ophtalmologistes en leur disant « Travaillons ensemble ». Pourquoi on a intérêt à travailler ensemble ? Parce que de toute façon, c'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire. La téléexpertise, c'est la seule solution qui permet de redonner du temps médical aux ophtalmologistes. Et c'est valable en ophtalmologie comme dans toutes les spécialités. Donc travaillons ensemble de manière à ce qu'on progresse, de manière à ce qu'on fasse les choses mieux, et de manière à ce que l'activité, surtout, permette à ce qu'on apporte un service plus favorable, encore plus efficace pour le patient. Parce que finalement, ce n'est pas le syndicat qui compte, ce n'est pas l'IDEU qui compte, c'est le résultat au patient. Ce que dit le patient. Voilà. Et ça, c'est ça qui compte. Les critiques, ça te freine, ça te motive ? Alors moi, je suis un super excité des critiques. C'est-à-dire que la critique, quand elle est constructive, ça me plaît. Quand on n'est pas d'accord avec moi et que je pense avoir raison, je me bats pour imposer ma solution. Et quand je ne suis pas d'accord avec quelqu'un et que je pense qu'il a raison, eh ben, je change d'avis et je m'adapte à lui. Donc j'ai aucun problème avec ça. Qu'est-ce que tu réponds à un opticien qui te dirait « c'est illégal » ? Alors, avant, j'avais une réponse à ça. Aujourd'hui, j'en ai plus, puisqu'il n'y a plus de sujet. Il n'y a plus personne qui me dit ça. Tout le monde sait que la téléexpertise est légale. Il y a un décret qui le dit. Il y a un ministre qui l'a dit devant la télévision. Il y a les textes de loi, ils sont clairs. C'est plus un sujet pour nous. Très bien. Et qu'est-ce que tu réponds à un opticien qui dit « si un jour ça devient illégal, je vais devoir rembourser toutes les mutuelles qui m'ont fait une prise en charge ». Alors, on va faire un petit peu de juridique, d'accord ?
Ce qui s'applique aujourd'hui, c'est la loi d'aujourd'hui, d'accord ? Donc aujourd'hui, c'est légal, donc il n'y a pas de sujet. Et si demain la loi change, eh bien, la loi, elle changera à partir de la date où elle a été promulguée et l'ILEU s'adaptera à ce moment-là. Mais je rassure tout le monde, la loi, elle ne changera pas. C'est légal. Il y a un intérêt pour le patient. Mais c'est ça quand même qu'il faut voir. Il n'y a personne en France qui dira on va arrêter la téléexpertise, alors que, 1, ça coûte rien à la sécurité sociale. 2, il y a un intérêt pour le patient. 3, ça libère du temps médical. Donc ça ne changera pas. Par contre, on va de plus en plus encadrer, avoir de nouvelles idées. Et moi, des idées, j'en ai. Vous verrez on pousse pour que la solution évolue. Et je le dis, dans l'intérêt des patients. Parfait. Tu as participé pour la 2e émission d'Optimist TV en octobre 2025, il y a presque un an, à un débat, et que je remercie encore les 2 acteurs d'y avoir participé, avec Jordan Cohen, Oui. le patron de Tessan, Ouais. qui lui fait de la téléconsultation. C'était quoi tes retours? On en a jamais reparlé. C'était quoi la suite de ça? Le retour, tout le monde a trouvé que c'était un échange qui était très cordial. Ce que j'avais dit, c'est réalisé. C'est-à-dire que Tessan a une solution qui est hyper bien faite, qui est bien conçue, qui est intelligemment conçue. Mais le problème, c'est que le modèle économique, il ne s'adapte pas à l'opticien. C'est tout. Donc, on peut avoir la meilleure solution du monde. Si le modèle économique et le parcours client sont compliqués, c'est compliqué. Et donc, en optique, je parle, parce qu'après, ils ont des solutions en pharmacie qui fonctionnent très bien. En optique, ils ne se sont pas bien développés, voire pas ou très peu développés, alors que nous, on a doublé le nombre de clients entre-temps. Et c'est juste, c'est pas un problème sur la qualité du produit. Je pense que le produit est top. Les gens qui travaillent chez Tessan, j'en ai rencontré beaucoup, sont top. Mais c'est le modèle économique. Et il ne faut jamais oublier ça, c'est que pour qu'une solution fonctionne, il faut que le modèle qu'on met en place corresponde au marché qui va l'utiliser. Et dans le marché de l'optique, c'est compliqué d'investir des sommes comme celles qui sont nécessaires pour acheter le matériel. Et c'est très différent au marché de la pharmacie où les chiffres d'affaires sont bien plus élevés et où il est beaucoup plus facile d'investir. Quelle est ta plus grande fierté avec l'ILEU et quelle a été ta plus grande difficulté? Moi, je crois que ma plus grande fierté, je pense qu'il y en a 2. La première, c'est le retour client. Franchement, c'est juste incroyable. Quand on a commencé, on se faisait taper dessus parce qu'il y avait eu des expériences d'autres boîtes avant nous qui avaient été catastrophiques et scandaleuses, qui étaient de la magouille. Et donc, on s'est fait beaucoup taper dessus. Et un an après, je pense qu'il y a 90% des DG des plus grosses boîtes de l'optique qui nous ont appelés pour discuter avec nous, pour faire des partenariats avec nous, pour nous connaître. Les mœurs sont complètement changées. Les opticiens, c'est l'unanimité. Les patients, j'en parle même pas. Franchement, ça fait hyper plaisir parce que ce que je pensais être faisable au début, ça s'est concrétisé et même encore mieux. Et la réussite, elle ne se pèse pas en chiffre d'affaires, même si on a un beau chiffre d'affaires, mais c'est le retour, quoi. Le retour client, c'est une dinguerie. Donc ça, pour nous, c'est hyper important. Et après, il y a un autre point que je trouve vraiment, qui est pour moi une grande fierté, c'est que moi, je suis issu du retail. Je vends des lunettes. Je suis opticien, j'ai un bac +2, donc voilà, ça s'arrête à ça. Et j'ai monté une start-up. Moi, je ne connais pas le monde de la start-up. Je ne sais pas ce que c'est le monde de la start-up. Je monte une start-up, je vois qu'il y a une dynamique qui s'installe. Et quand je fais ça, je me dis, waouh, ça a l'air vraiment sympa, ça fonctionne. Surtout, va pas regarder comment fonctionnent les autres startups. Fais-toi ton propre modèle. Et aujourd'hui, on a une startup où on a 25-30 salariés. On est passé de 20 mètres carrés à 600 mètres carrés. Les salariés, je les vois arriver le matin, ils ont la banane, ils apportent les croissants à l'équipe, il y a une ambiance de dingue, je contrôle jamais les horaires, ils sont à fond. Et ça, franchement, je pense que tu le sais, quand tu es chef d'entreprise et que tu vois que les gens qui t'entourent, ils sont contents de bosser, qu'ils arrivent le matin, ils ont la niaque, ils s'éclatent, le dimanche, ils ont une idée, ils me l'envoient sur mon téléphone, ça veut dire que tu as réussi quelque chose. Et franchement, c'est pas évident dans une entreprise de créer ça. Et ça, c'est une hyper grande fierté. Je le dois pas qu'à moi, hein. Je le dois à mes associés, je le dois à chacun des acteurs qui est dans l'entreprise. Ça te rend fier parce que mais ouais, magnifique. c'est génial. C'est comme ta famille, quoi. Quand tu as une famille et que tout fonctionne bien, tu es content, c'est une autre famille, quoi. Bien sûr. Et ta plus grande difficulté, s'il y en avait une? La plus grande difficulté, clairement, c'est quand on a lancé la solution, ça a été le regard posé par des personnes qui n'étaient pas venues s'intéresser à ce qu'on faisait. Ça, c'est une difficulté, c'est même un peu blessant parce qu'ils te jugent, ils ne savent pas ce que tu as fait. Ça, c'est du mépris, en fait. Et je le redis, moi, j'adore les personnes qui s'intéressent à ce qu'on fait et qui me disent je suis contre, j'aime pas. Ça, pour moi, c'est génial. Par contre, ceux qui te disent ce que tu fais, c'est pourri, c'est illégal, ils connaissent pas la loi quand tu leur poses des questions. Ils sont même pas venus voir ce que tu faisais, comment ça fonctionnait. Ils confondent téléexpertise, téléconsultation, ils se permettent de te juger. Ça, c'est insupportable. Et c'est une vraie difficulté parce que malgré tout, c'est un frein à ton activité et tu es obligé d'enfoncer des portes, Bien sûr. Comment tu arrives à organiser ton temps entre l'entreprise, les magasins, ta famille, lieu sport? Tu arrives à déconnecter de tout ça? Moi, j'étais pas quelqu'un qui déléguait beaucoup. J'ai appris à déléguer beaucoup parce que c'était ingérable. Je redis, j'ai 3 magasins, on en ouvre d'autres là. J'ai la start-up, j'ai la famille, j'ai le centre d'enfants polyhandicapés, j'ai la crèche, j'ai des activités de lanceurs d'alerte, etc. Et ça me prend énormément de temps. Et donc, à un moment, clairement, j'ai
une de mes secrétaires qui m'a dit, Jean-Valéry, regarde ta boîte mail, tu as 2500 mails de retard. Véridique, Ah, mais 2500 quand j'en mails ai de retard. 300, moi je suis pas bien déjà. Donc, Ouais, donc elle m'a dit, ça peut plus durer comme ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai 11 boîtes mail, j'ai commencé à lui donner les 3 quarts de mes boîtes mail. ok. J'ai pris une personne qui s'occupe de gérer mon organisation, les plannings, etc. Et je me suis mis à beaucoup déléguer. Et en réalité, c'est beau de savoir déléguer, Ouais. parce qu'à un moment, ça te soulage, tu t'aperçois que finalement, tu n'es pas du tout indispensable. Et ça, c'est génial Finalement, on peut aussi. faire les choses pour Et toi on peut, et ça ouais, t'aide, ça te voilà, soulage. il y a une vraie organisation. Et après, il y a un équilibre clairement à installer aussi avec ta famille, avec tes moments à toi. Et je pense que ça, je l'ai complètement revu. Moi, j'ai eu des petits soucis de santé où je me suis dit, tiens, il faut peut-être aussi que tu revoies les choses. Donc maintenant, j'ai mon mercredi matin, c'est avec ma fille, je l'emmène au poney. Le samedi, c'est un moment où je travaille de chez moi. Et puis, il y a le sport, la course à pied. Moi, je suis, comment je dis, je suis un mauvais de la course à pied, mais un têtu. C'est-à-dire, je cours beaucoup. Je suis toujours le dernier, mais je cours beaucoup. Et la course à pied, c'est le seul moment où je mets les chaussures, je mets mon short, je pars, et au bout de 10 secondes, j'ai tout oublié. Mais c'est le seul sport qui fait ça. Et moi, c'est le moment qui me permet de me reposer le cerveau. Et donc, du coup, je fais mes 40-50 bandes par semaine parce que c'est mes moments où je suis reposé. Voilà. C'est une organisation de vie. Et finalement, tu peux travailler beaucoup et avoir une vie heureuse. T'es heureux? Moi, je m'éclate. Moi, je suis plus qu'heureux. Ça, Trop bien. c'est clair. J'ai une dernière question. Est-ce que tu as un message à faire passer aux clients opticiens qui font confiance à Liléo? Oui, alors, si vous êtes opticien, alors, il y a ceux qui font confiance à Attends, Liléo. après, c'est ceux qui n'ont pas encore la solution. Là, voilà. là c'est tes clients. Là. Alors, à tous les clients de Liléo, la première chose que je vais vous dire, c'est avant tout merci de nous avoir fait confiance. Merci aux premiers qui nous ont fait confiance et merci à ceux qui nous font confiance aujourd'hui. Ça veut dire que vous avez évolué dans votre réflexion. Ça veut dire que vous avez aussi envie de faire avancer la profession parce que, je le dis, je le redis, je le re-redis, c'est l'opticien qui fait l'examen de vue. Donc, si vous faites l'examen de vue, vous êtes obligé d'être bon en examen de vue parce que vous allez vendre les verres derrière, donc vous montez en compétence. Et moi, participer à la montée en compétence de la profession, ça me plaît parce que je suis opticien. Donc, merci à vous tous d'être présents. Vous allez voir, l'aventure, elle va encore continuer. On a plein de projets, on va faire évoluer la solution et on va grandir avec vous pour faire grandir vos magasins et vous pour faire grandir Liléo. Parfait. Un message à ceux qui ne sont pas encore clients Liléo ou qui connaissent pas ou qui critiquent un peu la solution. Alors, c'est très simple. On peut critiquer la solution à partir du moment où on connaît la solution. Chez Liléo, on a parfaitement intégré ça. Donc, venez goûter à Liléo. On vous offrira 1 mois, 2 mois d'abonnement s'il le faut, de manière à ce que vous puissiez connaître Liléo. Et je le rappelle, chez nous, il n'y a aucun engagement. Vous essayez pendant 1 mois, vous essayez pendant 2 mois, ça ne vous plaît pas, vous nous envoyez un petit mail, j'arrête, ça s'arrête. Donc venez goûter au produit et après vous nous direz j'aime, j'aime pas ou j'aimerais que ça évolue. Et nous, on fait énormément de remontées clients de manière à faire évoluer le produit. Et donc tous les mois, il y a des upgrades, donc on vous écoutera. Allez, un petit message au président du syndicat des ophtalmologistes. Vincent Dédès, écoute, je sais que tu es un homme hyper actif, je sais que tu as envie de faire progresser ta profession. Travaillons ensemble parce que faire progresser ta profession, c'est bien à partir du moment où tu penses avant tout à l'intérêt du patient. Alors je te dis, il y a une chose qu'il faudrait qu'on fasse ensemble, c'est permettre aux opticiens de faire la captation des images du fond d'œil, la tonométrie. Aujourd'hui, ce sont des activités qui ne sont pas invasives, qu'un enfant de 5 ans peut faire. D'ailleurs, dans beaucoup de cabinets d'ophtalmologie, ce sont les secrétaires qui le font. Donc, laisse-nous la possibilité, dans les zones carencées, de faire cette collecte d'informations. On la transmettra à des ophtalmologistes qui les analyseront. Et ça permettra de faire quoi? La plus belle intervention que l'on puisse faire, c'est-à-dire de la prévention dans la lutte contre le glaucome. Quelle passion. Incroyable. Je te dis, j'adore ce que je fais. Ah, mais je vois ça. Et j'ai un dernier message pour ta femme et tes enfants. Je veux leur dire que je les aime, qu'ils sont ce qu'il y a de plus important pour moi, que je suis heureux de les voir grandir, que j'essaie de prendre du temps pour vous, mes enfants, mais si j'en prends pas assez, dites-le moi ou redites-le moi, parce que vous me le dites souvent, je vais essayer encore plus de dégager du temps pour qu'on passe des moments en famille extraordinaires. Merci beaucoup. Le mot de la fin? Le mot de la fin, merci Maxime. Merci à toi. Je te connais depuis 2 ans maintenant. Ouais. Au début, on s'est matché tout de suite. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Ça a matché tout de suite et je suis super heureux de te connaître et super heureux de faire plein de choses avec toi. Merci de nous avoir regardés. C'était Optimist TV. C'était trop bien. C'était passionnant, comme d'habitude. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur lileu.com, lyleoo.com. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine sur Optimist TV. Ciao.